les aspects politiques que les aspects juridiques et économiques. D'où vient cette notion de gouvernance? Dans les sciences politiques françaises, vous verrez que la gouvernance, c'est cet art de diriger et de prendre les décisions politiques pour les gens et la chose publique. La gouvernance, elle est politique et elle est à la fois également économique dans le sens où toutes les opérations de la vie des citoyens peuvent faire l'objet d'une gouvernance, c'est-à-dire un mode de décision et de partage de la prise de décision par tous les destinataires de la décision. Ce qui est un petit peu différent de la gouvernance telle que vous le comprendrez l'État jacobin français, qui, de manière très ascendante, prenait des décisions qui s'imposaient aux citoyens. Qu'est-ce qu'aujourd'hui la gouvernance dans notre régime de droit public sénégalais? C'est un cadre législatif qui a été construit petit à petit. Excusez-moi, j'ai un souci de retour sur ce micro. Qui a été construit il y a un certain nombre d'années par une lente succession de couches de lois qui partent de la période de post-indépendance avec des décisions unilatérales et un régime économique de l'État, acteur économique, vers les États qui vont créer des sociétés d'État pour gérer les opérations économiques des services publics. Ensuite, cette gouvernance se traduit par une orientation beaucoup plus venue de la Banque mondiale dans les années 90, lorsque vous aurez l'intervention des bailleurs de fonds pour réorganiser les finances publiques des États, notamment en voie de développement, et qui vont nous présenter une gouvernance fondée sur des principes anglo-saxons et qui vont s'imposer lors de la remise en état des comptes publics et des services publics de l'État, notamment lors des programmes d'ajustement structurel. Donc nous allons avoir dans les années 80 une deuxième génération de cadres législatifs et de types de contrats liés au désengagement de l'État et à une théorie libérale de l'autorégulation par les contrats en matière de gouvernance. Puisque la gouvernance, en fait, vous mettez le contenu que vous souhaitez dedans. Nous étions un État socialiste avec un État-providence très dirigiste. À partir des années 80, le FMI et la Banque mondiale demandent au Sénégal de se retirer de toutes les entreprises nationales. Et c'est là où vous aurez la grande vague des privatisations, les dissolutions de sociétés nationales comme la Sotrac, le retrait et l'arrêt des régies. Et de plus en plus, l'opérateur économique, par le biais du contrat, va intervenir dans les services publics, notamment les services publics essentiels. Et en même temps, on note une faiblesse de la réglementation sur les marchés publics de cette époque-là. Cette notion va évoluer de nouveau pour arriver à une nouvelle génération qui, dans les années 90, après une remise en cause de l'approche de la Banque mondiale, va essayer d'équilibrer les capacités de l'État à gérer une relation de gouvernance, c'est-à-dire la manière dont elle prend ses décisions autour des citoyens et autour de la chose publique. Alors, quand on parle de gouvernance, en fait, c'est un ensemble de principes. Et ces principes-là, à partir des années 90, sont reflétés dans la plupart des mémorandums, des accords signés et des contrats et des conventions. Il s'agit principalement du principe de transparence, le principe de l'équité, la règle de droit et la règle de participation et le respect des droits humains. Et à partir de cette période, de 1990, on va avoir de plus en plus l'implication de la société civile, au départ surtout sur des questions environnementales, ensuite sur des questions de consommation, le consommateur, qui vont intervenir pour donner leur avis ou appuyer ou participer à un processus de préparation de textes de loi ou de changement de tarifs. Par exemple, aujourd'hui au Sénégal, quand Sénélec change ses tarifs, il y a ce qu'on appelle la révision quinquennale, ça se passe souvent dans cette salle. Vous avez l'ensemble des acteurs, y compris les associations de consommateurs, qui discutent de la manière dont le tarif destiné aux usagers va être modifié. C'est un exemple de gouvernance puisque ceux à qui ce tarif va appliquer sont impliqués dans le processus de détermination et de prise de décision concernant la hausse ou la non-hausse de ce tarif. Les organisations internationales également, depuis 1990, ont fait un énorme focus sur ce que c'est que la gouvernance, mais à toutes sortes d'échelles. Vous voyez, l'OCDE intervient et a fait un certain nombre d'études, de rapports, de recommandations concernant la gouvernance, et y compris la gouvernance économique.
La Banque mondiale, même chose. Vous avez la BAD, qui est plus près de nous, qui a pris un certain nombre de documents de politique, notamment un document de stratégie sur la gouvernance de 2008-2012. Il y a un deuxième document qui a été pris pour 2014-2018 qui expose comment les États membres doivent organiser, avec l'aide de la BAD, les axes prioritaires sur lesquels doit intervenir la gouvernance économique. Alors, qu'est-ce que c'est que cette gouvernance économique? C'est le mode de gestion de l'opération économique par lequel l'État va faire une dépense ou une acquisition et le privé faire une opération d'enrichissement ou de prestations. Les banques se sont impliquées également dans ce processus. Pourquoi? Parce que quand vous faites des délégations de services publics, vous ne financez que très rarement tout seul. Ce sont souvent des banques qui vous prêtent. Ces banques ne sont pas au Sénégal. Ces banques sont situées à l'étranger. Ce sont des banques d'investissement. Et ces banques d'investissement ont des règles internes d'éthique, de déontologie, ont des règles sur la corruption, ont des règles sur le respect de l'environnement, ont des règles sur les droits humains. Par exemple, des banques européennes ne pourraient pas prêter à un délégataire qui va expulser une ethnie menacée au fin fond d'une forêt et les mettre à la rue juste parce que c'est un projet. On doit respecter la culture, les droits humains, les occupations humaines sur les sites des projets. On ne peut pas juste parce que c'est un barrage raser des séries de villages et les jeter à la rue. Ça se faisait il y a 20 ans, ça ne peut plus se faire. Ce sont ces normes européennes qui s'imposent au privé qui vient investir au Sénégal. Les organisations professionnelles également interviennent beaucoup en termes de think tanks, en termes de cercles de pensée et de réflexion, pour avancer sur l'adaptation de cette notion qui, dans le temps et selon les pays, peut prendre des couleurs différentes. Vous avez donc une suite de générations et de contrats. Et nous, dans notre espace sénégalais, la plus grande force d'intervention de la gouvernance est venue de l'UEMOA. Pourquoi? Parce que c'est l'UEMOA qui a mis le cadre communautaire d'abord pour les finances publiques, l'assainissement de la dépense publique et la mise aux normes et la mise en conformité avec des standards de bonne pratique des comptes de l'État. C'est l'UEMOA qui a impulsé le Code des marchés publics de 2005, ainsi que les délégations de services publics qui existaient dans certains pays, mais pas dans tous les États membres. Et c'est l'UEMOA qui a fait signer les pactes de convergence et de stabilité également économique, pour que chaque État, dans la mise en œuvre de sa gouvernance économique, soit en cohérence avec les politiques et les objectifs de la communauté. Et il y a également, en matière de délégation de services publics selon les secteurs, un certain nombre de normes et de technologies, un certain nombre de pratiques sur la construction qui s'imposent en termes de standards, même si ça n'existe pas en droit interne, mais qui s'imposent aux constructeurs, qui s'imposent au privé, lorsqu'il vient faire un projet de délégation de services publics. Et ce qui se passe alors à ce moment-là, c'est que nous avons une réécriture des relations à chaque fois. L'État était opérateur économique dans les années 60. Dans les années 80, l'État a un petit peu fait un retrait. L'État est devenu régulateur. L'État est contractant dans une délégation de services publics, mais l'État n'a jamais abandonné aucun de ses rôles. Il les cumule avec une dominante selon les années. Et aujourd'hui, nous avons un État qui partage ce rôle entre régulateur, via un régulateur institutionnel, autorité indépendante, et contractant d'une délégation de services publics, c'est-à-dire des services essentiels de ses usagers, sur des contrats de 20 à 30 ans et des contrats très complexes. Cela fait qu'il y a une dialectique. Il y a un jeu d'accordéon et de contradiction entre l'État qui souhaite économiquement optimiser sa relation dans le contrat et l'État qui est le régulateur et qui, dans le cadre d'une bonne gouvernance, souhaite que les principes de transparence, les principes de reddition des comptes, les règles anticorruption, les principes d'éthique, les principes de respect des droits humains, le respect de l'environnement, qui sont le corps d'une gouvernance économique, que ces principes-là soient intégrés dans les lois et dans les contrats qui régissent les secteurs dans lesquels ils contractent avec un privé. Ça ressort plus particulièrement dans les délégations de services publics parce qu'ils sont à long terme. Mais c'est quelque chose qui est tout aussi bien reflété dans les marchés publics et dans les contrats complexes. Également, une autre dialectique intervient parce que le privé a une contrainte de financement. C'est un opérateur économique dans une logique de profit. Donc, ces principes qui s'imposent à lui ne vont pas juste s'imposer à lui parce qu'il a en face de lui l'État. Ils s'imposent également à lui parce qu'il vient souvent d'un pays qui, en raison de son appartenance à l'Union européenne ou aux États-Unis,
Vous avez maintenant une loi qu'on appelle Dodd-Frank qui impose un certain nombre de contraintes de gouvernance parce qu'il vient de la communauté CEDEAO, va devoir se conformer à des règles qui viennent également de chez lui et qui sont également des règles de gouvernance conformes à ce qu'il doit trouver ici. Donc, que ce soit l'État ou que ce soit le privé, on a une convergence qui vise non seulement la protection de l'opération économique, mais l'investisseur cherche à être protégé de l'État qui est un tout-puissant qui abuse, et également qui protège également les communautés bénéficiaires de ces services, c'est-à-dire en matière de délégation, les usagers. Alors comment on peut le faire? La gouvernance, ce n'est pas seulement ces principes qui sont écrits dans des lois et des protocoles de l'Union africaine ou de la BAD. Ce sont également des principes qui doivent être reflétés dans le contrat. Et c'est là où, en général, il y a énormément de difficultés à lire une bonne gouvernance parce que selon le rapport des forces, eh bien, votre contrat peut très bien refléter les règles de gouvernance ou pas du tout les refléter. Parce que c'est dans cet espace qu'est le contrat que se joue en fait le rapport de force entre l'État contractant et l'opérateur privé contractant. Et l'État n'arrive pas forcément tous les jours à disposer des outils et des ressources pour faire refléter dans le contrat ses propres principes qui sont des principes généraux et qui doivent être adaptés à la configuration de chaque projet. Et vous avez des inégalités pour une bonne gouvernance. Par exemple, je pense au COA, qui est une loi que j'aime beaucoup parce que vous avez dans le COA un certain nombre de protections de l'administration qui lui donnent des pouvoirs exorbitants pour protéger l'intérêt général et le service public. Et vous avez ce principe de protection et de puissance de l'administration qui va être reflété dans le contrat, dont ne dispose pas le privé, donc il n'y a pas d'égalité. Vous avez également de la mauvaise gouvernance lorsque le privé, par exemple, utilise la clause de révision des prix pour que vous vous retrouviez au bout de 10 ans avec des prix à l'usager qui sont absolument usuriers, inacceptables du point de vue de la qualité du service et absolument insupportables sur la payabilité. Donc vous avez dans le contrat un miroir de l'ensemble des rapports de force entre celui qui a la puissance publique et celui qui a la puissance économique. Et la gouvernance, c'est la régulation par l'engagement et les obligations des uns et des autres à maintenir un minimum d'intérêt à ce que chacun, dans le respect des principes, trouve un avantage à continuer le contrat. Pourquoi? Parce que si le contrat est léonin, l'État va l'arrêter. Si le privé est dans un rapport de force où il a accepté un contrat très mauvais, il va le résilier. Et ce sont ces obligations externes qui, en plus du droit sénégalais, font l'objet également de pression et d'influence étrangères. Par exemple, aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir un projet financé par certaines banques ou par la SFI si vous ne respectez pas les normes environnementales de la SFI. Vous devez avoir, si vous voulez, un certain nombre de règles qui n'existent pas dans le Code de l'environnement, mais qui sont des principes de la SFI, qui sont téléchargeables et qui vont s'appliquer comme une loi, obligatoirement à votre projet si vous voulez que la SFI vous finance. Vous avez des Ecuador Principles, ce sont des principes de respect de l'environnement qui sont également signés par des banques et ces banques ne vous prêtent que si vous, le privé, vous respectez cela. Donc, vous voyez que le contrat devient l'espace dans lequel se joue l'élément clé de la visibilité de la gouvernance. Et cet élément clé de gouvernance ne peut donner un succès dans le contrat que si on respecte la notion d'équilibre. Qu'est-ce que l'équilibre dans la gouvernance économique? C'est d'abord l'équilibre financier du contrat. C'est ce contrat qui réussit à générer des revenus, à supporter les charges et à apporter un profit. Cet équilibre, c'est un engagement de part et d'autre supportable, légal, et qui respecte les principes de la gouvernance. C'est la sécurité juridique du privé, qui ne sera pas exproprié sans indemnisation, qui ne sera pas expulsé sans réparation, qui recevra des dédommagements, qui ne subira pas de lois nouvelles ayant un impact négatif. Et c'est également de la part de l'État un certain nombre de garanties et de sanctions si jamais le privé ne respectait pas la réglementation locale concernant la mise en œuvre du service public. Et le plus important, c'est le dernier point. L'équilibre repose sur la capacité des deux parties à négocier en égalité, ce qui n'est pas toujours concrètement le cas, et surtout à bien identifier les objectifs et savoir ce que l'on abandonne et ce que l'on obtient. Parce que la plupart des contentieux liés à une mauvaise gouvernance, c'est lorsque vous acceptez quelque chose que vous auriez dû refuser, ou c'est lorsque vous accordez quelque chose que vous ne pouviez pas donner. À ce moment-là, il n'y a plus, entre guillemets, de gouvernance. Moi, je ne connais pas de mauvaise gouvernance. Je ne connais que la gouvernance ou l'absence de gouvernance.
Et c'est à ce moment-là que le contrat est mal jugé et le contrat fait l'objet de contentieux et le contrat fait l'objet de résiliation et d'arbitrage. Très coûteux pour l'État qui ne sait toujours pas souvent se défendre. Ce qu'il faut noter actuellement, c'est que vous avez un ensemble de forces qui interviennent autour de la gouvernance. Vous avez les instruments internationaux de gouvernance économique. Donc je vous invite, si ça vous intéresse, à aller sur le site de l'OCDE et sur le site de la BAD, où vous avez un certain nombre de lectures très complètes sur la gouvernance économique et les pays membres, et le Sénégal est fiché à l'OCDE. Vous avez ensuite les lois et règlements, qui aujourd'hui au Sénégal sont assez complets et reflètent et contiennent les principes de gouvernance économique. Ensuite, vous avez le PPP. Le PPP, c'est le contrat, que ce soit la délégation de service public ou le contrat de partenariat de la loi de 2014, qui doit contenir l'ensemble de ce qui l'entoure. Et enfin, au cœur de tout, vous avez l'usager et la dépense publique. Pourquoi les deux? Parce que l'usager est le bénéficiaire du service public. Mais celui qui dépense, que ce soit un affermage ou que ce soit un contrat de partenariat, c'est l'État. Celui qui dépense pour un marché, c'est l'État et ses démembrements. Donc, tout l'enjeu de la gouvernance, c'est d'optimiser cette ressource qui est la dépense publique et c'est de permettre la satisfaction des besoins de cet être unique qu'est l'usager. Donc, l'usager revient maintenant au cœur du sujet et les perspectives sont plutôt positives. C'est pour ça que j'ai mis du rose. Il y a quelques années, les critiques étaient extrêmement fortes, surtout dans les années 2000, concernant toute la réglementation sur la corruption, sur la transparence. Aujourd'hui, plus personne ne discute de la transparence des réglementations, de la conformité de l'État du Sénégal à un certain nombre de standards concernant des garanties liées à la transparence de la commande publique, à la transparence sur les conditions de passation de marché public. Et l'existence de l'ARMP est une preuve patente de cette bonne gouvernance, qui est de garantir à tout soumissionnaire, à tout tiers évincé, d'avoir son recours examiné en toute impartialité. Et plus important, surtout pour mes chers auditeurs, publié et téléchargeable sur le site. Donc aujourd'hui, n'importe quel citoyen sénégalais qui souhaite connaître une décision de l'ARMP sur un appel d'offres ou sur un recours peut ouvrir le site et obtenir un document téléchargeable qu'il peut imprimer et lire. Donc l'information circule, la transparence existe et on a une nouvelle génération de codes, on a une nouvelle génération de réglementations, notamment le code de 2014, ainsi que des révisions des délégations de services de marché public en vue, pour ajuster ces principes et les approfondir, parce que c'est un travail sans fin. La gouvernance économique, ce n'est pas un postulat qui reste figé, c'est une notion qui évolue dans le temps, selon la situation économique et l'évolution des relations d'investissement et d'infrastructure. On sait que dans quelques années, le Sénégal et la sous-région seront l'objet de réalisation d'infrastructures extrêmement importantes. Donc, nous, les questions de gouvernance vont devoir se sophistiquer encore plus parce que les enjeux en matière de dépenses publiques, les enjeux en termes de réalisation de bâtiments, d'ouvrages, de routes, de ponts, de barrages vont être encore plus importants. Et à ce moment-là, l'obligation et les contraintes de renforcer cette gouvernance seront encore plus accrues qu'aujourd'hui. Et on observe à cette fin une convergence aujourd'hui entre les différents acteurs économiques. Les privés font de la corporate d'entreprise. Les privés qui sont partenaires de l'État ont leur propre gouvernance d'entreprise qui les oblige à essayer de se comporter à peu près mieux qu'il y a 20 ans, même s'ils ne le font pas toujours. Il existe des sanctions dans leur pays au cas où ils ne respectent pas les règles. Vous vous souvenez de l'affaire Jetma, c'est un concessionnaire en Guinée qui a fait un recours en France parce qu'il avait été évincé et éjecté d'une concession portuaire du port de Conakry par un autre concurrent, je crois que c'était Bolloré. Et l'affaire n'est pas tranchée en Guinée, l'affaire est en train d'être jugée au pénal en France. Donc vous voyez que la question de la gouvernance va au-delà de notre joli petit pays et va au-delà de l'UEMOA. Cela est une toile qui est tissée, qui s'imbrique et qui forme ce tout qui fait qu'aujourd'hui, entre la Banque mondiale, l'OCDE, la CEDEAO, l'UEMOA, les États membres, les parties au contrat, lentement mais sûrement, on a une consolidation de standards qui font que certaines choses qui étaient révolutionnaires en 1990 deviennent des règles banalement normales et indispensables dans un contrat de délégation de service public. Donc, pour conclure, je vous demande de regarder ces quelques pierres qui sont en équilibre quelque peu précaire
C'est ça la gouvernance. C'est une tâche sans fin. C'est un exercice permanent et précaire. Mais il faut que tout se tienne comme les briques d'une même maison pour que l'opération de la commande publique puisse avancer petit à petit avec des avancées qui ne sont pas forcément mesurables à notre échelle, mais qui dans 10-15 ans peut-être nous permettront de repenser à aujourd'hui et d'avoir d'autres constats sur le progrès que nous avons fait depuis 2000. Je vous remercie.